Et si la personne qui vous avait le plus blessé était aussi celle qui vous avait sauvé sans jamais vous le dire? C'est le genre de question qui peut briser quelqu'un ou le libérer, et cette histoire montre que même la plus longue attente de la vérité peut valoir chaque seconde de douleur. Eleanor Whitcomb avait exactement une semaine pour trouver un nouveau scénariste ou perdre l'émission pour de bon. Nous étions en octobre 1956. Les studios de WBO se trouvaient au-dessus d'un pressing sur Boylston Street, et l'odeur de vapeur et de produits chimiques remontait à travers le plancher chaque après-midi. Eleanor y travaillait depuis 9 ans. Les 3 dernières sans son mari. L'émission, Voices from the Commonwealth, avait été l'idée de Robert, sa voix, sa vision. Après sa mort, elle l'avait maintenue en vie grâce à l'entêtement, au deuil et à cette forme particulière de détermination qui ne sait plus où aller. À présent, le scénariste principal avait quitté son poste sans prévenir, le sponsor de l'automne menaçait de retirer son financement et le directeur de la station lui avait donné 7 jours pour prouver que l'émission pouvait survivre sans refonte complète. L'homme qui entra ce mardi matin la disait s'appelait Daniel Cross. Il portait une vieille serviette en cuir, avait une poignée de main ferme et l'allure de quelqu'un qui avait appris à paraître ordinaire exprès. Il devait avoir une quarantaine d'années, déjà grisonnant aux tempes, avec des yeux qui parcouraient son bureau comme s'il cherchait à le mémoriser. Il avait entendu dire qu'elle cherchait un scénariste. Il disait travailler vite et ne rien demander d'inhabituel en échange. Eleanor l'engagea un jeudi. Dès le vendredi, il avait écrit le meilleur segment d'ouverture que l'émission ait diffusé depuis 2 ans. Elle se répétait que tout cela était purement professionnel. Elle se le répéta pendant environ 3 semaines. Ils tombèrent dans une routine sans même le décider. Il arrivait avant tout le monde et partait après la dernière diffusion. Elle apportait 2 cafés du chariot du coin parce que c'était pratique, pas parce qu'elle avait commencé à remarquer la manière dont il tenait un crayon. Il posait des questions sur la vision originale de Robert pour l'émission, et elle répondait avec précaution, comme elle avait appris à parler de son mari, avec précision, une chaleur maîtrisée et une porte qu'elle gardait presque toujours fermée. Il écoutait comme si chaque mot méritait d'être noté. Boston en automne possédait une lumière particulière, basse et ambrée, qui traversait les fenêtres du studio en fin d'après-midi et donnait à tout une importance légèrement plus grande qu'en réalité. Eleanor en était consciente. Elle était également consciente qu'elle était une veuve de 38 ans qui ne s'était pas autorisée à désirer quoi que ce soit de simple depuis très longtemps. La complication arriva en novembre, sous les traits d'un homme nommé Gerald Fitch. Fitch travaillait pour l'un des sponsors nationaux et possédait cette manière soigneuse et agréable propre à ceux qui annoncent de mauvaises nouvelles pour vivre. Il arriva à la station sans prévenir, s'assit en face d'Eleanor dans son bureau et fit glisser une photographie sur la table. C'était Daniel. Ou plutôt, ce n'était pas lui. Le nom imprimé sous la photographie était Tom Reed. Ancien dramaturge. Ancien membre du groupe Théâtre de New York. Ancien nom lié à une enquête du Congrès 3 ans plus tôt. Mis sur liste noire en 1953. Fitch expliqua que le sponsor ne pouvait être associé à quelqu'un figurant sur cette liste. Il dit qu'Eleanor avait jusqu'à la fin du mois pour régler la situation. Il le dit avec le regret poli de quelqu'un qui avait prononcé ce genre de phrase tant de fois qu'il avait cessé depuis longtemps d'en ressentir quoi que ce soit. Après son départ, Eleanor resta assise dans son bureau pendant un très long moment. Elle n'alla pas voir Thomas immédiatement. Ce n'était pas son genre. Elle rentra plutôt chez elle, dans le petit appartement qu'elle occupait encore depuis la mort de Robert, et sortit la boîte qu'elle gardait au fond du placard. Elle contenait les choses qu'elle n'avait jamais réussi à trier ni à jeter. Des lettres. Des programmes. Une critique du Globe. Et au fond, une transcription qu'elle avait gardée sans jamais pouvoir expliquer pourquoi. C'était une émission de radio. Pas la sienne. Une émission de nuit qu'elle avait découverte par hasard 6 semaines après la mort de Robert, alors qu'elle n'arrivait pas à dormir et avait allumé la radio sans rien attendre. C'était une lecture. Un texte sur le deuil si précisément observé, si dépourvu de sentimentalité, qu'elle s'était assise sur le sol de sa cuisine pour l'écouter jusqu'au bout avant de pleurer, pour la première fois depuis les funérailles, d'une manière qui ressemblait davantage à un soulagement qu'à un effondrement.
Elle n'avait jamais su qu'il avait écrit. Elle avait écrit à la station sans jamais recevoir de réponse. À présent, elle regardait le nom sur la photographie de Fitch. Thomas Reid. Puis la date de la transcription. Février 1954. 3 mois après que Thomas Reid avait été mis sur liste noire, à une époque où il écrivait probablement sous n'importe quel nom qui lui permettrait encore de travailler. Elle comprit immédiatement. Puis elle comprit la seconde chose, arrivée un instant plus tard comme une porte s'ouvrant sur une pièce qu'elle ne s'attendait pas à découvrir. Si Thomas Reid avait écrit cette émission en 1954, alors il écrivait aussi en 1952. Et 1952 fut l'année où une série d'articles anonymes dans une revue politique de Boston révéla des irrégularités financières à la WBO. Des irrégularités liées à Robert Whitcomb. Le scandale qui avait assombri la dernière année de la vie de Robert et dont Eleanor refusait, silencieusement et avec colère, de parler depuis 3 ans. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Le lendemain matin, elle demanda à Thomas de rester après le départ des autres. Elle posa la photographie sur le bureau entre eux. Elle observa son visage et y vit quelque chose qu'elle n'attendait pas, non pas de la peur, mais une forme d'immobilité. L'immobilité de quelqu'un qui attendait un moment précis depuis longtemps et venait enfin d'y parvenir. Elle lui demanda pourquoi il ne lui avait rien dit. Il répondit qu'il avait eu peur qu'elle ne lui donne jamais sa chance si elle avait su. Il dit qu'il avait accepté ce travail en partie parce qu'il avait besoin d'argent et en partie parce qu'il suivait sa carrière depuis des années et croyait que l'émission méritait d'être sauvée. Il ajouta qu'il avait essayé de se convaincre que c'étaient les seules raisons. Elle demanda des explications sur l'émission de février 1954. Il resta silencieux un long moment. Puis il répondit oui. Il expliqua qu'il l'avait écrite sous un nom d'emprunt pour une station de Providence. Il dit qu'il ignorait qu'elle l'avait entendue. Et quand il avait fini par l'apprendre, lorsqu'un collègue l'avait mentionné plusieurs mois plus tard, il n'avait pas su quoi faire de cette information. Elle demanda des explications sur les articles. Sur Robert. Ce fut le moment le plus difficile. Elle le regarda choisir de répondre honnêtement, le regarda faire ce choix. Il dit que tout ce qui figurait dans ces articles était vrai. Qu'il ne les avait pas écrits pour nuire personnellement à Robert. Qu'il croyait que le public avait le droit de savoir comment certaines stations géraient leurs relations avec leurs sponsors. Qu'il n'avait pas compris, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, l'impact que cela aurait sur un homme déjà malade. Il dit qu'il portait ce poids depuis lors. Eleanor se leva et alla jusqu'à la fenêtre. En bas, Boylston Street poursuivait son agitation matinale habituelle. Pendant 3 ans, elle avait vécu avec 2 versions de Robert, l'homme qu'elle aimait et l'homme décrit par les articles. Elle n'avait jamais réussi à les réunir en une seule personne qu'elle puisse pleurer entièrement. Elle demanda à Thomas de partir pour la journée. Il partit sans discuter. Fitch appela le jeudi. Il voulait connaître sa décision. Le directeur de la station appela le vendredi. Il expliqua que les inquiétudes du sponsor lui étaient parvenues. Que si Eleanor confirmait publiquement que Daniel Cross était Thomas Reid, le sponsor se retirerait. Que si elle ne disait rien et que cela éclatait plus tard, la crédibilité de la station serait ruinée. Il ajouta qu'il était désolé, mais que l'émission devrait peut-être prendre fin. Il le dit avec un véritable regret, ce qui rendait les choses encore pires. Eleanor comprit la géométrie du problème. Elle pouvait protéger Thomas en gardant le silence et perdre l'émission quand même lorsque la vérité éclaterait. Elle pouvait prendre ses distances publiquement avec lui et préserver le financement. Ou elle pouvait faire quelque chose que le directeur n'avait même pas envisagé comme possibilité, parce qu'il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle pourrait le considérer. Elle appela Thomas ce soir-là. Elle lui posa une seule question, s'il pouvait revenir en arrière, écrirait-il ces articles de nouveau? Il répondit, je les écrirai différemment. Je trouverai une manière de dire la vérité sans faire porter tout le poids à un seul homme. Mais je ne me tairai pas. Non. Elle répondit, bien. Parce que j'ai besoin que tu sois quelqu'un que je puisse respecter. Le lundi matin, Eleanor Whitcomb entra dans le bureau du directeur de la station et lui remit un communiqué de presse qu'elle avait elle-même rédigé pendant le week-end. Le communiqué annonçait que Voices from the Commonwealth serait relancé en janvier avec un nouveau format. Eleanor Whitcomb y était mentionnée comme productrice. Thomas Reid y figurait comme scénariste principal,
accompagnée d'une courte note expliquant son parcours dans le théâtre et son engagement envers la radio d'intérêt public. Son vrai nom. Imprimé. Associé à son émission. Le directeur relut le texte 2 fois. Il dit qu'elle comprenait que cela leur coûterait leur sponsor actuel. Elle répondit oui. Il dit qu'elle comprenait que cela pourrait également leur coûter d'autres sponsors. Elle répondit qu'elle comprenait. Il la regarda un long moment avant de dire qu'il allait devoir passer quelques appels. Le sponsor se retira cet après-midi-là. 3 jours plus tard, un autre sponsor appela. Une fondation éducative régionale qui cherchait une émission correspondant à ses valeurs. Ils avaient vu l'annonce. Ils étaient intéressés. Eleanor ne parla pas de cet appel à Thomas avant que tout soit confirmé. Lorsqu'elle le fit, ils étaient dans le studio après une longue séance, la ville silencieuse dehors, la lumière ambrée disparue depuis longtemps et la pièce éclairée uniquement par l'ampoule suspendue au-dessus de la console. Il dit qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait pour mériter cela. Elle répondit qu'il lui avait rendu une partie d'elle-même une nuit où elle avait presque cessé d'essayer. Elle dit que cela n'effaçait pas le reste, et qu'ils auraient probablement besoin de beaucoup de temps pour traverser le reste de tout cela. Mais c'était là qu'elle avait décidé de commencer. Il ne s'approcha pas d'elle. Eleanor avait compris qu'il était un homme qui avait passé des années à apprendre à ne rien présumer. Ce fut elle qui franchit la distance. Elle posa sa main contre son visage un bref instant et le sentit expirer comme quelqu'un déposant enfin un poids immense. Voices from the Commonwealth fut relancé le 2 janvier 1957. Le nouveau format ouvrait chaque épisode par un essai personnel, suivi d'un reportage puis d'un court commentaire d'Eleanor elle-même. Le Globe l'a mentionnée comme productrice et Thomas Reed comme scénariste. C'était la première fois que son vrai nom apparaissait imprimé depuis 4 ans. La réaction ne fut pas immédiate. Elle ne l'est jamais dans ce genre de situation. Mais en mars, l'émission avait retrouvé son public. Pas le même public. Un public plus large. Thomas installa définitivement ses affaires dans le studio. Il avait désormais un bureau au lieu d'une chaise pliante. Eleanor cessa d'apporter 2 cafés du chariot du coin parce qu'il avait commencé à les apporter lui-même, et elle avait décidé de le laisser faire. Elle n'avait pas oublié ce qu'il avait fait. Elle ne pensait pas devoir l'oublier. Mais elle en était venue à croire que le deuil n'était pas la même chose qu'un verdict, que Robert méritait d'être rappelé dans toute sa complexité et qu'elle méritait de continuer à construire quelque chose portant son propre nom. Un mercredi soir d'avril, ils sortirent ensemble du studio et restèrent debout sur le trottoir de Boylston Street. L'air sentait la pluie et le début du printemps, et la ville faisait ce qu'elle avait toujours fait, avancer sans demander la permission à personne. Thomas dit qu'il avait une question qu'il voulait poser depuis des mois. Elle répondit qu'elle avait l'impression de savoir laquelle. Il dit qu'il en doutait. Elle répondit, « Dîner, Thomas ?» La réponse est oui. Il éclata de rire. Elle ne l'avait jamais entendu rire ainsi auparavant, pleinement et sans retenue. Elle conserva ce moment avec soin, comme elle avait toujours conservé les choses importantes, non pas dans une boîte au fond d'un placard, mais dans cette partie d'elle-même qu'elle comptait continuer à utiliser.